Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous sommes avec Culture Ado pour la dernière émission de cette saison où nous devrons répondre à leurs questions. Il est 16h et on commence tout de suite. Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui nous sommes avec Culture Ado, comme je viens de le dire, présentez-vous. Bonjour, moi c'est Mathias. Bonjour, moi c'est Julien. Jules, pardon, oui. Moi c'est Jules. Du coup on fait une émission qui s'appelle Culture Ado qui se passe le mercredi de 17h à 17h. Et le concept de l'émission c'est quoi ? En fait on parle un peu de tout, moi j'ai une chronique et on est aussi avec Fanny qui n'est pas là aujourd'hui mais qui vous présente des bons plans et des sorties et Julien vous présente une question, le pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Exactement. Super, donc aujourd'hui nous sommes avec Lilian aussi, Magali et Loris. Je vous laisse vous présenter et dire ce que vous faites comme études. Alors, moi c'est Loris, je suis en Master 1 de chimie en ce moment à la fac de sciences. Et Lilian ? Moi c'est Lilian, alors je viens de terminer ma licence de biologie-géologie et je suis en train de m'inscrire pour un master en microbiologie. Et du coup moi c'est Magali, je vais rentrer en 3e année de biologie. Ok, moi c'est Corentin et je suis en biologie-géologie. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre aux questions de Culture Ado, sachant que pour rappeler vous êtes autour de 12-14 ans. C'est ça, alors moi j'ai 14 ans, Jules a 12 ans et Mathias aussi a 14 ans. Très bien, nous écoutons votre première question. Alors moi j'avais une première question qui parlait de l'écologie. Déjà, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à survivre à cette vague ? Est-ce qu'on est vraiment à un état critique où on sera en capacité de sauver la planète ? Alors, déjà, tu peux... Je vais prendre la parole, hein, si vous n'avez pas d'inconvénient. Déjà, c'est difficile de dire, est-ce que tu crois en l'écologie ? Parce que l'écologie, c'est une science, c'est un peu comme si tu demandais, est-ce que tu crois en la science ? En fait, ce que tu veux dire, c'est est-ce que tu crois en... Au réchauffement climatique, oui. Je pense, tout ça, tous les problèmes. Moi je pensais plutôt, est-ce qu'il y a un espoir ? Parce qu'on sait qu'on est vraiment qu'on est vraiment à un point critique, tout le monde le sait, mais personne ne veut le croire et ouais c'est ça. Et est-ce qu'on va vraiment survivre ? Déjà pour que tout le monde soit bien clair, en fait l'écologie au départ c'est une science qui étudie en fait les interactions entre les organismes et leur environnement. Donc c'est pas qu'on parte tous sur les mêmes bases et c'est pas du tout la croyance populaire que l'écologie c'est sauver la planète forcément. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on en pense ? On va dire déjà que c'est uniquement notre avis parce qu'on n'est pas des spécialistes. Et donc du coup, personnellement, moi, Lilian, je pense que c'est un peu compliqué de pouvoir surmonter, si ce n'est pouvoir endiguer en fait le réchauffement climatique avec les conditions actuelles et les choses qui sont mises en place actuellement. C'est comme, je sais pas si vous avez vu, vous avez suivi un peu quand Nicolas Hulot il est parti du gouvernement. Oui. Pas vraiment, non. Parce que, en fait, il a quitté le gouvernement parce que il disait que t'avais pas assez de réformes. Ouais, t'avais pas assez... Enfin, c'était que des petites réformes, en fait. Il fallait faire des grosses. Et que lui, en faisant des petites réformes, ça suffisait pas pour que l'écologie s'améliore au final. Donc, alors, pour répondre à ta question, oui, c'est possible de faire en sorte de sauver la planète. C'est carrément faisable, hein, Mais après, est-ce que les politiques, est-ce que les gens le prennent en considération pour... Et agissent pour... C'est ça le truc. Le problème c'est que pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait vraiment 100% des personnes qui fassent des petits gestes, qui... C'est même plus des petits gestes là. Quelqu'un qui jette un papier dans la rue, tu vois, c'est quelque chose qui contribue toujours, rien que ne pas jeter. Rien que ne pas jeter, ça ferait au moins ralentir, la course à la pollution, tout ça. Jules, tu voulais dire un truc ? Ouais, et sinon, on voit que, par exemple, là, pour les européennes, il y avait plusieurs mouvements qui étaient écologistes. Par exemple, Europe Écologie Les Verts, ou voilà. Et est-ce que vous pensez que ces réformes, cette politique est suffisante ou il faudrait faire encore plus de réformes et que ça soit plus rapide encore ? Alors vas-y, déjà, je tiens à souligner que dans la plupart des programmes, et ça je trouve que c'est bien, il y avait une petite partie sur l'écologie, et je trouve que c'est déjà bien, ça montre que même les politiques se sentent de plus en plus concernés par tout ce qui est réchauffement de la planète, et que tout le monde commence à se rendre compte que ça commence à devenir compliqué d'endiguer ça. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas. Après, faut voir, les élections viennent d'arriver, il faut voir les réformes que chacun va
va mettre en place. Pour le moment, c'est très insuffisant et pour endiguer ça, et si chacun ne se rend pas compte que en vivant de la façon dont nous vivons, on est en train de détruire la planète et Mais d'engendrer un je voudrais grand... juste rebondir sur ce que tu viens de dire, mais quand on dit détruire la planète, c'est pas la planète, Non, c'est pas la planète, elle sortira toujours. hein, Voilà, genre. c'est détruire les écosystèmes. Voilà, et Et donc le nous. problème c'est qu'on est dépendant de ces choses-là. Donc oui, indirectement, oui. Oui. Faut préciser aussi que je crois que c'est Europe Écologie Les Verts, je sais plus laquelle, mais ils sont arrivés 3e Ouais. aux élections européennes avec une quinzaine de députés. Donc c'est quand même bien. 13%, je crois, quelque chose. Ouais, Mais donc tu c'est vois, quand même moi, je vachement trouve- bien, quoi. Je trouve, tu vois, là-dessus, Ouais, ce c'est- serait. C'est une erreur de politique en fait. Il devrait pas y avoir un parti écologiste. Il devrait y avoir une politique écologique Ouais, sur, tous, c'est vrai. écologistes. sur tous, tu vois. Et moi, ça m'embête. Je pense que le problème aussi sur toutes les politiques qui sont proposées, c'est elles rentrent pas assez dans le sujet et que les gens ont peut-être peur en fait de déranger D'habitude. les habitudes des personnes alors que c'est comme ça qu'il faut faire. Et même nous, on n'a pas forcément il y a des habitudes qu'on change, mais à mon avis, on voit pas du tout ce qu'on pourrait vraiment faire. Et je pense que nous forcer, ça pourrait être pas mal, même si ça change nos habitudes, ça change notre quotidien, ça nous demande plus d'efforts. Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix et je pense qu'il faut pas avoir peur de rentrer dans le tas en fait. Waouh, bah c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter pour cette question. Merci Magali. Donc là, on va écouter Dirty Her de Tudor Cinema Club et on se retrouve juste après pour répondre à une autre question. A tout de suite. Puis l'émission de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous sommes avec Culturado. Quelle sera donc la prochaine? Alors la prochaine, c'est une question qui porte sur l'évolution de la vie. Moi j'avais une question, c'est où ça a commencé, surtout comment, et quelles ont été les étapes différentes des espèces dominantes qui se sont passées genre sur notre planète. Enfin avant nous il y avait les dinosaures et toutes les étapes qu'il y a eu. Ouh, bah si on t'expliquait tout dans les détails, il faudrait une émission de 3-4 heures, donc je vais essayer de condenser ça. Lilian, tu commences pour l'origine de la vie? Alors, pour l'origine de la vie, il y a plusieurs théories. Alors, il y a une théorie qu'on dit de la soupe primitive. C'est un peu complexe, un nom un peu complexe pour un truc assez... Enfin, pas si compliqué barbare que ça. En fait, c'est... Lors de l'apparition de la vie, il y avait des conditions de température qui étaient assez chaudes. Et il y avait aussi pas mal d'éclairs, tout ça. Et il suppose qu'en fait, cette eau chaude avec les éclairs, elles ont favorisé l'assemblage de molécules organiques et que c'est comme ça que la vie serait apparue. Il y a une deuxième théorie qui dit que les conditions au niveau des fumeurs noirs, c'est les volcans sous-marins en fait. Elles seraient favorables à l'apparition de la vie aussi. Donc en gros, avec la chaleur des volcans, ça permet de se faire rapprocher les molécules et de les interagir entre elles et de former des molécules organiques et ensuite des organismes. En gros, t'as simples. des conditions très extrêmes et d'un coup, il peut apparaître des choses comme des traces de vie, des petites molécules et c'est là que c'est les théories les plus connues. Enfin, le concept, c'est juste des grosses catastrophes. Enfin, pas des catastrophes, mais des grosses conditions. D'accord, bah merci. Et attends, c'est pas fini. C'est la première théorie, c'est ça? C'est les deux C'est premières. les deux premières. Ouais. Ok. Il y a une autre théorie qui dit que la vie serait d'origine extraterrestre. Donc on entend extraterrestre tout ce qui n'est pas de la Terre, donc issu de météorites, par exemple, les météorites qu'on retrouve actuellement. On a des traces de molécules organiques dedans, mais bon, c'est pas exactement les mêmes formes qu'on trouve sur Terre, donc on peut. Si tu veux le mot compliqué, c'est la panspermie, ça. Donc en gros, il y a cette théorie-là. Et puis ils ont aussi réussi au CRPG à Nancy à créer des molécules organiques à partir de gaz et de plasma. Donc le Mais plasma, qu'est-ce que le CRPG, Lilian? le CRPG, c'est le Centre de recherche de pétrographie et géochimie. Donc c'est la branche du CNRS qui s'occupe de tout ce qui est géologie, en fait. Et ils ont réussi à recréer des molécules organiques à partir de gaz et de plasma. Donc le plasma, c'est un fluide qui est ionisé, qui est électrisé En gros, en fait. vous connaissez les 3 états de la matière de base, non? Bah, physique, liquide et gazeux, non? C'est ça. Ou solide, Ah oui, liquide, oui, oui, c'est ça. oui, oui. Et en fait, le plasma, c'est le 4e état. Mais vous le verrez plus tard et c'est assez complexe comme concept. D'accord, mais ça veut dire que du coup, sur cette théorie-là, dès le départ, le plasma et le gaz ont réussi à se créer, on ne sait pas comment, cette forme de vie, quoi. En fait, non, c'est juste des molécules organiques qui ont été créées de cette façon et ça explique. En fait, cette expérience qu'ils ont fait avec les gaz et le plasma, ça explique la raison pour laquelle on peut trouver des molécules organiques
dans les météorites en fait. Ok. Ta vie, elle va pas apparaître d'un coup, tu vois, ça va pas être des petites cellules que tu vas voir, des petites bactéries, ça sera par exemple des composants des bactéries ou des Ah choses ouais, comme ça ok. qui vont apparaître et au fur et à mesure. Ouais, donc on est sur des plusieurs millions d'années. Milliards. Ah ouais. Là, on est, Ok. là, on est en milliards. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, à partir de là, là, on va dire, les premières bactéries sont arrivées sur Terre. Et à partir de là, ces bactéries, qu'est-ce qu'elles sont devenues et combien de temps ça a pris entre ça et nous? Et après, quelles ont été les étapes entre ça et nous? On est sur du 2 milliards d'années. Enfin, je veux pas m'avancer, mais 2,5 giga. Ouais, c'est ça, c'est 2,5 milliards d'années. en fait, pour avoir la date 2,5 milliards d'années, c'est que tu retrouves des fossiles. Et les plus vieux fossiles, Lilian, ils sont où? Alors les plus vieux fossiles, ils sont où? C'est une Ah non, très bonne question. je pensais que tu savais. Genre, les gros amas de cellules. Tu sais, qu'on a Ah, retrouvé. les stromatolites Voilà, qu'on c'est ça. retrouve, oui. Donc en gros, c'est des... Alors c'est pas vraiment les premières traces de vie qu'on a, mais c'est... Le consensus scientifique s'accorde pour dire que c'est l'une des premières traces de vie. Mais il y en a potentiellement des plus anciennes, mais là, c'est sujet à débat. Et comment les recherches ont été faites? Genre, on a fouillé tout ça, enfin... Alors en gros, si tu veux, les stromatolites, c'est des structures qui sont concentriques, si tu veux, ça fait des espèces de cylindres. Et en fait, c'est des bactéries qui font la photosynthèse. Ouais, Comme donc les c'est plantes. comme les plantes, ok, ouais. Voilà. Et en général, c'est dans des eaux chaudes et il y a des roches qui précipitent tout autour d'elles, en fait. Qui Ok. se forment autour d'elles et du coup, elles meurent emprisonnées et on a leurs fossiles comme ça. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça qu'est née la vie et on en est... Après 2,5 milliards d'années, on en est venu à là. Alors, Parce juste, qu'en fait, il faut savoir qu'on continue toujours à évoluer. Vas-y, Magali. juste pour terminer sur cette question, il faut savoir aussi que des stromatolites sont étudiés en ce moment même, puisqu'il y en a certains qui se forment encore en Australie. Donc voilà. D'accord, donc ok. On peut passer à la troisième question? Eh bien oui, quel est-il? Pardon. Bah, en restant sur la même thématique, que pensez-vous de l'extinction de l'humanité? Pour combien de temps on tiendra? Quelle espèce nous remplacera après cette sixième extinction de masse? Et puis comment elle évoluera? Comment, enfin voilà. Bon, alors, comme Lilian l'a dit tout à l'heure, on n'est pas des spécialistes, donc on peut pas vraiment dire. On est sur des théories, quoi. Oui. Alors, Et- faut faire attention au mot théorie. Alors, Parce que- je veux bien Alors, en théorie scientifique, par exemple, la théorie de l'évolution, on l'appelle théorie de l'évolution, mais une théorie en science, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui a plein d'arguments pour dire que c'est valable. Ah ouais, donc là en C'est fait, pas une ce qu'on va dire, c'est supposition. totalement du hasard, du coup c'est pas du Non, tout une théorie. C'est pas vraiment du hasard, en fait, c'est de la modélisation, en fait. On fait des modèles pour essayer de voir comment les choses vont évoluer. Ouais. Plus de dire Voilà. hypothèse que théorie en fait. Ouais, C'est c'est ça. plus de l'imagination. Voilà. Ok. Et comme on le disait tout à l'heure, combien de temps on va tenir, ça dépend de comment on va réagir, en fait, Hmm. à ça. Réchauffement climatique. Et tout. Au réchauffement climatique, comment nous à quel point on va mettre des barrières pour empêcher justement ce réchauffement climatique. Et puis Puis oui, après, on peut pas donner de durée vraiment. pour les espèces qui viendraient après, moi j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit. C'est celles qui sont les plus connues, qui pourraient être dominantes après si on disparaît. Ce sont les fourmis, les rats et les méduses. Et les calamars. Ah oui, Et exactement. les poulpes, pardon. Oui, Et pourquoi les pas poulpes. les chimpanzés? Parce que c'est quand même notre espèce la plus. Parce que moi je pense que comme elles sont plus proches de nous, il y a moins de chances que non. Non, c'est au niveau de la population. Et généralement, juste dans l'évolution, quand il y a une grosse catastrophe, par exemple les dinosaures, c'est toujours les plus gros, les plus Oui, gros c'est animaux vrai. qui disparaissent en Et c'est les premier. plus petits. Donc là c'est Par les exemple, plus petits qui vont tortues, réapparaître par- après nous. C'est les ça. tortues, Par par exemple, exemple. nos ancêtres, à dire, Les premiers mammifères. voilà, les premiers mammifères, ils faisaient la taille d'une souris, tu vois. C'est les plus gros prédateurs du coup. Comment ça? Non, pas Parce que obligatoirement ça peut pas prédateur. être. Parce que tu dis un rat. Mais pourquoi Oui. ce serait pas un hamster? Parce que c'est encore plus petit. Parce que c'est que une le rat, il se multiplie super rapidement et t'en as partout Ah oui. et facilement. Donc c'est ce qui fait qu'une espèce est favorable à Elle être prend environ dominante 10 après. milliards ouais. en une Voilà. année dans des conditions idéales. T'as par exemple, c'est le cas des méduses, genre commence à avoir plein de problèmes au niveau des bateaux, des méduses il y a tellement de méduses à certains endroits que les bateaux peuvent plus tourner parce que les hélices, elles sont bloquées justement par ces méduses. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai une question sur les rats. Est-ce qu'ils seraient par exemple donc plus aptes à se développer après nous par rapport à des hamsters?
parce qu'aussi ils ont une vie sauvage de base. Alors que les hamsters sont. Alors j'ai perdu le mot. Sont domestiqués. Ouais, mais en fait, toutes les espèces domestiquées, à partir du moment où il y aura plus l'homme, c'est fini. elles vont mourir. C'est fini, hein. Ouais, donc on a parlé des rats et des méduses, mais on parle pas des fourmis parce que les fourmis c'est des déesses quoi. Parce que elles peuvent porter jusqu'à 30 fois leur poids, elles peuvent résister jusqu'à une charge de 5000 fois leur poids. Oui, c'est des choses comme ça. Elles Mais sont c'est très très organisées. C'est même pas ça en fait qui fait que elles sont les plus aptes, parce qu'elles sont en fait, les fourmis ça existe depuis des centaines de millions d'années. Genre quand il y avait les dinosaures, il y avait déjà des fourmis et elles ont tellement évolué, elles sont tellement diversifiées que t'en trouves partout sur toute la planète. Ouais, voilà, des différentes tailles. En fait, c'est une espèce qui a réussi à proliférer partout. Ouais, Et donc en fait, on peut dire qu'elle cohabite avec nous en soi. Parce que nous, on se prétend comme l'espèce de la planète, mais elle habite en même temps avec nous. Nous, on la voit moins parce que c'est vrai que des fourmis, genre même quand il y a des pavés de béton, tu peux très bien en trouver juste dans le coin de terre à côté, Ouais. ou même justement sous une route, tu vois. Parce Donc, qu'on dit qu'elles vont nous remplacer, mais en fait, c'est comme si nous, on va juste partir, mais elles vont pas se reproduire de plus en Elles plus. vont moins mourir quoi. Alors voilà, en fait, il y a un concept qui est le concept de niche écologique. C'est en gros là où vivent les espèces. Et en fait, à chaque fois qu'une espèce disparaît, elle laisse la place où elle vivait. Et il y a d'autres espèces qui peuvent coloniser ces niches écologiques. Et elles peuvent aussi, du coup, se développer plus facilement et remplacer, au sens littéral du terme, l'espèce. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que vous pensez que niveau ça, pour finir là-dessus, peut-être un simple oui ou un non, dès qu'ils nous auront colonisés, est-ce qu'ils pourront remplacer nos technologies, là, la radio, tout ça? Est-ce que vous pensez des fourmis à la radio un jour? On va pas le savoir. Mais après, tout ce que je peux dire par exemple sur les fourmis, c'est qu'elles communiquent déjà, parce qu'elles ont déjà des moyens de. En fait, elles s'échangent des molécules, pour dire ça simplement, où c'est un peu ce qui leur sert pour échanger entre elles. D'accord. Elles ont déjà des moyens de communication. Les souris, les rats, pareil, et les méduses aussi, non? Je ne sais pas. D'accord, ok. Alors moi Par j'ai contre, des animaux chez moi et ils font beaucoup de bruit et je pense qu'ils parlent entre eux. Par contre, moi je sais que pour en revenir aux poulpes, eux, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils peuvent apprendre. Par exemple, tu mets 2 poulpes dans un aquarium, tu mets Pot de confiture. de la nourriture dans une cage. Le premier poulpe va observer le deuxième, trouver la solution, et quand tu vas mettre la même cage avec de la nourriture dedans, il va l'ouvrir plus facilement. D'accord. Plus rapidement, en fait. Ouais, on se rend compte souvent en ce moment qu'il y a plein d'espèces qui ont aussi la capacité d'apprendre en regardant leurs Ok. congénères. Et t'as des corbeaux aussi qui sont capables de le faire, ça. D'accord, et c'est avec ça que du coup, on nous remplacera peut-être. D'accord, ok. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. On va faire tout de suite une pause avec Caravan Palace et leur dernier morceau, Miracle. Et on se retrouve juste après pour répondre à une nouvelle question. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous sommes aujourd'hui avec Culturado qui nous pose des questions de science. Et Julien, c'est à toi. Alors moi, pour la 4e question, j'avais une question avec un sujet un peu plus différent de ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qui portait plus sur le thème de l'écologie. Là, ça va porter sur les catastrophes naturelles. Comment ça fonctionne? Quel est l'élément déclencheur de tout ça? Les volcans, les tsunamis, les séismes? Comment ça marche? On va y aller étape par étape. Ouais. Première question. Lequel tu préférerais Tu sais quoi, on peut partir sur les tsunamis, pourquoi pas? Ah super, les tsunamis. Alors, comment fonctionne un tsunami? Bah déjà, En fait, est-ce que Lilian, tu peux faire un rappel assez court sur tout ce qui est les plaques géologiques? Alors, en gros, sur la Terre, il y a des plaques de roches qui se déplacent, en fait, qui disparaissent à certains endroits et qui se créent au milieu des océans, en fait. Et donc, du coup, toutes ces plaques, elles ont des mouvements et des fois, elles se rencontrent. Et il y a ce genre de... Et en fait, quand elles se rencontrent, ça crée des séismes. Mais comment ça... Enfin, Voilà. Quel est l'élément déclencheur qui fait qu'elles bougent, ces plaques? Alors, en fait, c'est parce que sous la croûte, en fait, il y a des roches qui sont plus molles et qui vont... Tu vois, quand tu fais... Est-ce que tu vois ce que c'est les cycles? Non. Conduction, convection, est-ce que ça te parle? La convection, Pas les du cycles Pas du tout. Alors, la conduction, c'est quand t'as un... Comment je vais dire ça? Quand t'as... Quand t'as une barre de métal, tu la chauffes à un bout et au bout d'un moment, elle va commencer à être chaude, Ouais, mais bien plus tard, ouais. à l'autre bout. Ça, Ok. c'est la conduction. C'est la chaleur Ouais. qui va se déplacer de proche en proche. Ok, Jusqu'à ça c'est ok. t'atteindre. Alors il me semble que du coup c'est un transfert de chaleur sans transfert de matière. Voilà, c'est ça. Il y a Et la là- chaleur qui va se transmettre mais toute seule sans que la matière ne bouge en fait. Ok, d'accord. Alors que la convection, c'est... Est-ce que tu... T'as déjà fait cuire des pâtes? Oui.
Et ben en fait, la chaleur, elle fait remonter. Enfin, ce qui est chaud, ça remonte. Et une fois en haut, ça redescend. Ouais. C'est ça qui fait tes bulles en fait quand dans C'est ta ça. casserole. Ouais. Donc en fait, ta chaleur monte, ce qui est frais descend. Ce qui fait que ce qui est frais va réchauffer, donc du coup il va remonter et ça te crée un cycle. Et c'est ça qui fait les champignons dans les explosions. Non, ça Non, c'est non, ça, c'est pas- c'est ce qui t'explique les mouvements géologiques. Genre les remontées de magma qui viennent de très loin. En fait, c'est Ouais. que sous les croûtes, en fait, t'as de la matière qui est en mouvement. Et en fait, parce que en dessous, elle est chaude, donc elle va remonter. Puis elle va se refroidir en montant. Et du coup, en refroidissant, elle va retomber. Et c'est ça qui se passe sous les plaques. Ok. Voilà. Et en fait, l'endroit où ça remonte, c'est au niveau du milieu des océans. Et en fait, en tournant, ça va tirer les plaques et ça va les Ça écarter. va bouger, faire des Voilà. grosses C'est vagues ça. et ok. Ah, Alors- non, ça va alors. déjà bouger. En fait, la Terre, tout le temps t'as de la roche qui se renfonce à l'intérieur de la Terre elle-même. Et t'en as d'autres aussi qui remontent. Ce qui fait que ça En fait, pas tout le temps, il y a des roches qui se créent et il y a des roches qui s'enfoncent dans ce qui est plus chaud Ça sous se la passe terre. très lentement tout ça. Oui. c'est extrêmement lent. C'est de l'ordre de 2 cm par an. Ah oui. Mais des fois, à cause des séismes, il peut y avoir des grosses cassures dans les plaques, par exemple dans un fond océanique, et c'est ça qui va te provoquer un tsunami. En fait, ta plaque, elle va casser, et il y aura une partie de cette plaque qui va être plus haute que l'autre. Et du coup, ça va créer un décalage, donc du coup, l'océan, il va subir ce décalage, et ça va créer une grosse vague. Ok, Et d'accord. c'est comme ça qu'un tsunami apparaît. En gros, un tsunami, ça apparaît à la suite d'un séisme. Ok. Donc En fait- qui dit séisme dit peut-être tsunami, mais qui dit Voilà. tsunami dit forcément séisme. Voilà, C'est ça. souvent. Ok. Après, j'avais vu là récemment, c'était sur des tests que la France avait fait, que pour des lancements de bombes nucléaires, tout simplement, c'est que ça a fragilisé une Une plaque. plaque, ouais, et au final, à force de trop tirer, dans l'océan, ça a créé un mini tsunami. D'accord. Et est-ce que ça pourrait peut-être lutter contre les prochaines attaques, les prochaines catastrophes naturelles? Est-ce que, par exemple, parce que j'ai entendu parler d'un système pour les avalanches, c'est-à-dire qu'un hélicoptère va lâcher un gaz ou un truc qui va faire en sorte que l'avalanche tombe avant que les pistes de ski passent. Et est-ce que c'est possible de faire la même chose mais avec des catastrophes naturelles? C'est-à-dire qu'on balance une bombe nucléaire, bon c'est énorme Oui, quand même. je vois l'idée. Et du coup, le tsunami se Bah. passe, et après, il n'y a plus rien pour des centaines d'années. Après, je sais pas si c'est une bonne idée parce que imagine, tu fais ton tsunami, ok, tu fais comme ça, tu prévois quand il arrive, mais si t'as une grosse ville à côté, tu Oui, prévois que tu mais après, prévois pas. il faut. Enfin, Ouais, est-ce que ça marche? La question, c'est est-ce que ça Alors- marche? Après, il faut le mettre en place, tu vois. je sais pas, Je ça me pense paraît pas. bizarre. Je ne pense pas que ça marche parce que en fait, le souci c'est que même si tu crées un tsunami en amont, après tes plaques elles vont toujours bouger Ah oui. et elles vont toujours se rencontrer et refaire un séisme. Ah oui, ok. Et c'est Donc, ça se du trouve, coup- ça va même induire d'autres tsunamis, ça se trouve, tu peux pas prévoir ce que ça va faire, quoi. Ah ouais, Ouais, donc peut y tu avoir vas un effet en dérégler chaîne. toutes les prévisions qui sont même faites par les séismes. Bah là, on est que sur des suppositions, mais c'est pas une bonne Ouais. idée. Enfin, je pense pas que c'est une bonne idée. Ouais, de toute façon, c'était. De toute façon, lancer des bombes, c'est jamais une bonne idée. Ouais. Ok. Les volcans aussi, après, c'est pareil. Comment ça se passe? C'est la même chose, mais avec. Bah, tu te souviens quand je te parlais de tout ce qui était convection? Ouais. Bah, en fait, t'as ta matière chaude qui va remonter. Et des fois, elle va beaucoup plus remonter, genre pour différentes raisons. Et ça va commencer à te créer ton volcan, pardon. Mais je pense que je vais te laisser parler, Lilian, là-dessus. Ok. Alors en gros, si tu veux, t'as ce matériel chaud qui peut remonter et faire des chambres magmatiques. Et donc du coup, dans ces chambres, va y avoir du magma. Et quand en fait le magma il va être expulsé à la surface, par exemple à la suite d'une compression, qui peut être due par exemple à un séisme. Il y a un séisme, bouf, ça te crée de la pression dans ta chambre magmatique. Et hop, t'as le magma qui va sortir et faire de la lave du coup. Et c'est ça qui va te créer tes volcans. Ok. Et après, il y a différents types de volcans, c'est assez compliqué, tout ce qui est Il volcanologie. y a explosif et fusif, il me semble. Ouais, Oui, c'est ça. Type de. En fait, tout ça, c'est en fonction de la Composition de la lave. de la viscosité de ton magma. Bah, un volcan qui est fusif, il a la lave qui s'écoule rapidement. Un volcan qui est plus explosif, Il va aller plus haut et il En va jeter des trucs, des pierres. voilà, ou c'est ça. C'est que le magma, il va pas être assez liquide, si tu veux, pour glisser, et il va exploser.
Ça va créer de la surpression et ça va Et exploser. l'élément déclencheur du volcan, est-ce que c'est forcément un séisme? Est-ce qu'il y a autre chose que le séisme qui peut produire un volcan? À ma connaissance, non. En général, en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à prédire les éruptions volcaniques. C'est quand ils enregistrent des séismes près des mouvements de la Terre, près des volcans. Et ben, ils vont se dire, putain, il y a un séisme. Et donc, du coup, il y a une potentialité que mon volcan, il explose. Ok, donc en fait c'est pareil que le tsunami, c'est qui dit volcan dit forcément séisme. À ma connaissance, oui. Ok, d'accord. Eh bien merci Lilian, on va tout de suite faire une petite pause avec le titre Big Bird de Eddie Floyd et on se retrouve juste après pour de nouvelles questions. Bonjour, rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous sommes avec Culture Ado, nous répondons à leurs questions scientifiques. Et quelle sera donc la prochaine ? Alors la prochaine question, moi c'était sur le vaccin, ça va porter sur le vaccin. Moi j'ai eu des rumeurs et des clichés qui tournent sur le vaccin, ça peut être nocif. Et du coup, moi je voulais en première partie expliquer ce que c'est un vaccin, comment c'est fait, etc. Et de deux, comment est-ce que c'est vrai, ça peut vraiment être nocif et quelles sont les conséquences, etc. Bah Magali, t'as l'air d'aimer le sujet, on va te laisser, on va t'écouter. Oui, alors, donc tout d'abord, il faut savoir qu'un vaccin... Alors, en fait, dans un vaccin, on a, je dirais, deux choses très importantes. On a déjà le principe actif, en fait, ce qui va faire le vaccin. Donc, ça va être une partie... Alors, ça peut être une partie de ce qui va te rendre... Par exemple, quand tu tombes malade, ça peut être, par exemple, à cause d'une bactérie. Et ça va être une partie, en fait, de cette bactérie qui sera inoffensive, au final, mais qui va permettre à ton système immunitaire de créer des anticorps contre la bactérie. En fait, les anticorps, ce sont les petites molécules qui sont créées par ton organisme lorsque tu es infecté et qui vont aller contrer l'infection, en fait. Et du coup, c'est ces petites molécules qui vont être créées par ton organisme lorsqu'on te fait un vaccin, en fait. Okay. Et ensuite, ça aidera ton organisme, si une fois tu es infecté par la petite particule contre laquelle tu as été vacciné, ça va permettre à ton système immunitaire de la reconnaître plus facilement, comme il a déjà vu, et de pouvoir produire ces petites molécules plus rapidement et pouvoir du coup te guérir plus rapidement. Et surtout pouvoir te guérir. Pour certaines maladies, tu serais mort en fait. Ok, donc en gros, quand on met un vaccin, on nous ingère une bactérie nocive. Non, elle est rendue inoffensive. Ok, elle est rendue inoffensive. Oui. Et nos anticorps, ils vont prendre un échantillon, ils vont dire ok, on garde ça pour plus tard. Et dès que potentiellement il y a un problème, il fait ça on connaît et il attaque le truc. Alors non, il garde pas d'échantillon de la bactérie. En fait, ton organisme, les anticorps, ils sont pas du tout produits à la base. Et c'est justement parce que t'as une petite particule qui va arriver, en fait, tes cellules elles vont faire ah ça on connaît pas. Et elles vont produire des petites molécules qui permettent de contrer en fait la particule qu'ils ne connaissent pas. Pour le si jamais. Et ensuite, c'est ces petites molécules qui vont rester en mémoire en fait. Ok, d'accord. Et donc on a ça, et on a aussi ce qu'on appelle des adjuvants. Et c'est tout ce qui peut être... tout ce qui fait sujet de polémique en ce moment. Et c'est ce qui va aider en fait le vaccin à agir. Donc tout ce qui est par exemple... Donc c'est de l'aluminium, non ? Qui était aussi sujet à controverse. Oui. Et c'est tout ça en fait. En fait, ça va. Toutes les molécules là, elles vont stimuler ton système immunitaire. En gros, tu balances des trucs un peu étrangers et ton système il dit oh là là, on sait pas trop ce que c'est. Et il va envoyer masse de cellules immunitaires. Il va balancer des anticorps et ça va stimuler beaucoup plus. En fait, ta réaction elle va être plus forte que si tu avais juste envoyé les débris de cellules qui allaient être si tu veux, mangés par ton organisme, éliminés rapidement, si tu veux. En plus que le pathogène soit reconnu, ça va aussi permettre que ton corps l'élimine beaucoup plus rapidement. Ok, ah oui, ok. Et est-ce que c'est possible, là on est dans du fictif, imaginatif je pense, est-ce que c'est possible que dès qu'on nous ingère mince, j'ai plus le mot, le truc inoffensif, ouais. Est-ce que c'est possible que notre corps ne réagisse pas ? Il va recevoir et ça va être inoffensif et notre corps il fait rien. Ou alors il réagit avec les mauvais anticorps peut-être. Alors en fait s'il réagit pas, ce serait très étrange parce que ça voudrait dire que il reconnaît en fait cette particule comme faisant partie de toi. Ah d'accord. Donc en fait ça voudrait dire que tu en as déjà en toi. Et du coup ça veut dire que je suis déjà malade de ça en fait. Potentiellement. Non, en fait alors les anticorps, les petites molécules là, ce sont des petites molécules qui sont dirigées contre des molécules qui sont reconnues comme ne faisant pas partie de ton corps.
Ok, donc par exemple, elles vont pas normalement, sauf cas exceptionnel, elles ne s'attaquent pas à tes cellules à toi. Ok. Mais du coup, quand on te fait un vaccin et qu'on te met une nouvelle particule, en fait, normalement, elle n'était pas censée faire partie de toi de base. Donc il va dire non, et c'est pas... Donc tu auras des petites molécules qui vont être créées contre cette particule. Donc s'il y a rien, ça veut dire qu'il y avait déjà... Alors, s'il se passe rien, soit t'as plus de système immunitaire et là, Et là, c'est un t'es peu- dans le mal. c'est problématique. Ou alors, c'est que il a l'impression que ces cellules font partie de toi, et ça c'est encore plus problématique parce que du coup il va pas lutter contre elles. C'est tout aussi problématique pour cette. Mais le vaccin n'aura aucun effet, mais comme la particule est inoffensive, T'auras rien, mais tu seras pas protégé contre... tu seras pas protégé contre cette bactérie. D'accord, ok. Et comment fonctionne le fait que il y a des problèmes avec ça, le fait que le vaccin soit nocif? Parce que toutes les rumeurs, etc., il y a bien dû avoir quelque chose qui tourne mal chez une c'est un personne problème. sur 1000 ou... C'est un problème de dose, quoi, surtout. Le Après, problème, c'est... soit il y a différentes façons. Alors, soit tu fais une réaction excessive à tous ces adjuvants, donc ce qu'on a dit par exemple l'aluminium. Tu fais une réaction excessive et là c'est problématique pour toi parce que tu tolères pas du tout le fait qu'il y ait de l'aluminium dans toi et ça va créer une grosse inflammation et ça va avoir des problèmes après sur ta santé. Ou alors, il se peut que la bactérie soit pas totalement neutralisée. Et ça, c'est très très rare parce que les vaccins sont vérifiés, revérifiés. Ok, d'accord. Et ma question du coup c'est pourquoi chez certaines personnes il y a des problèmes? Pourquoi est-ce que chez certaines personnes le vaccin n'est pas bon pour eux? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il faut une réaction aux adjuvants, donc par exemple l'aluminium. Il faut une réaction excessive. Une réaction allergique. Allergique en quelque sorte. Le système immunitaire il va être très stimulé, ça va gonfler, ça va faire ça va faire mal, c'est pas très très agréable et ça va potentiellement mettre en danger la personne. Ou alors c'est que les bactéries n'ont pas été totalement neutralisées, mais ça c'est très très rare et les vaccins sont vérifiés. Faut savoir ce que vient de dire Lilian, c'est moins d'1% de chance que ça t'arrive. Hein. Genre, Ah ouais, quand on d'accord. parle de vaccin, genre t'as 99% de chance que le vaccin te soigne. Ouais. Genre limite, c'est comme comparer si tu prenais la voiture, genre tout le monde quand quelqu'un prend la voiture, il sait qu'il va peut-être avoir un accident, c'est évident. Mais là Et- la probabilité et est du plus coup- faible. Et ouais, bah la proba est beaucoup plus faible d'avoir un accident avec un vaccin qu'avec une voiture. Ouais. Et aussi, il faut savoir que t'as moins d'1% du coup de risque de faire une mauvaise réaction à un vaccin, mais alors si tu te fais pas vacciner, bah t'as... Ouais. Je sais pas, mais Du t'as coup, si moins- vous avez peur du vaccin, ne prenez pas la voiture, quoi. Voilà, C'est l'idée très belle au final. conclusion. Bah ouais, on va finir là-dessus. On va tout de suite faire une petite pause avec le dernier album de Deluxe, Boys and Girls, et on se retrouve juste après. Bonjour ou rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui, nous sommes avec Culture Ado et nous répondons à leurs questions. Donc, nous sommes dans la dernière partie de l'émission et c'est tout de suite à Julien de nous poser une question. Alors, moi, j'avais une question qui parlait du nucléaire. En fait, je comprenais pas le système, peut-être rappeler c'est quoi, enfin concrètement, etc. Et surtout l'électricité, parce que le nucléaire permet de produire l'électricité. Et on nous dit que les déchets sont radioactifs, que ça peut être nocif, enfin que ça peut être mauvais. Mais quelles sont les conséquences déjà? Et comment ça se fait que le nucléaire soit autant encore utilisé alors que c'est soi-disant nocif? Est-ce que l'éolienne, les barrages, les panneaux solaires, est-ce que c'est plus rentable que le nucléaire? Tout ça quoi. Bon, si vous voulez bien, je prends la parole. Ouais. Alors, donc il faut savoir, il y a plein de polémiques avec le nucléaire, mais il faut savoir, en termes propres, le nucléaire c'est une énergie propre. Elle émet pas de gaz à effet de serre, pas de... Parce que tu vois, le nucléaire, tu vois les grandes cheminées qu'il y a dans Ouais. les centrales nucléaires, c'est la fumée qui sort, c'est que de la vapeur d'eau. Ah ouais, d'accord. C'est C'est cool. en fait c'est parce que le nucléaire, en fait, pour expliquer très rapidement, ça fonctionne avec de la fission. Donc la fission, c'est en fait quand t'as un gros atome. Donc on t'a déjà parlé que le nucléaire, ça marche avec de l'uranium. Ouais. Donc en fait,
c'est un gros, enfin un élément très très gros, et en fait on le casse en deux. Ouais. Et c'est en fait cette cassure, ça émet plein d'énergie, et c'est ça qu'on récupère et qui fait l'électricité. Ok. Et la vapeur d'eau, du coup, Et ça en veut fait- dire qu'il y avait de l'eau de base et l'eau à servir. Non, la vapeur d'eau en fait c'est pour le refroidissement, parce que ça, Ok. du coup, ça, ce que je t'ai dit, ça émet de l'énergie, donc l'électricité met de la chaleur, il faut refroidir, sinon ça Ok. exploserait. Et refroidir quoi, la pierre en. Non, uranium c'est parce que il y a plein de circuits dans Ah, ok, ouais. dans la centrale et voilà. Oui, peut-être rappeler que quand tu dis on casse, on parle au niveau du noyau. Oui. Et pas d'une roche, si tu veux. Hmm. C'est au noyau de chaque atome d'uranium qu'on casse ce noyau en plusieurs parties. D'accord, ok. Je sais pas si tu vois c'est quoi les atomes Oui. de chaque élément, c'est en gros, enfin tu vois le tableau périodique et les atomes, plus tu descends, plus ils sont gros et plus il y a d'énergie en gros. Le tableau périodique, c'est les trucs avec CH4, des trucs comme ça. C'est le gros tableau avec toutes les cases avec Ouais. les lettres dedans. Ok. En fait, Je ne connais pas. ton CH4, dans le tableau, t'auras le C, t'auras le H, et CH4, en fait, c'est une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Ok. Voilà. Donc l'atome, c'est le petit truc, genre O qui Oui, en symbolise fait, oxygène. Voilà, ton pas C, mal, c'est le ouais. carbone, ton H, c'est des hydrogènes, et en gros, CH4, c'est un carbone avec 4 hydrogènes. Ok, d'accord. Je voudrais juste rebondir sur un truc quand t'as dit, Loris, que c'était que oui, effectivement, le nucléaire, ça dégage pas de gaz à effet de serre, mais ça reste quand même une énergie fossile. C'est-à-dire qu'on a quand même des stocks limités d'uranium. Je voulais juste Oui, voilà. souligner ça. Et est-ce que ça se produit plus rapidement que le pétrole? Alors, l'uranium, ça se crée en fait quand quand tu vois le soleil, c'est une étoile. Ouais. Et en fait, les éléments, l'uranium, ça apparaît quand une étoile explose en fait, ce qu'on appelle une supernova. Et ça va être projeté partout, et tu vas en retrouver à certains endroits. Et c'est ça qui, donc du coup, oui, c'est beaucoup plus long à créer que du pétrole. Ah, en ouais. gros, le réserve d'uranium, dans notre Terre, on l'a eu à la création de la Terre en fait. Il n'y en a Ouais. pas qui se créent en plus et en fait ça se réduit petit à petit. Mais ça veut dire que y a d'autres planètes qui ont aussi subi la récolte de cet uranium. Oui. Donc si on va sur Oui. Mars, on va trouver de l'uranium. Possiblement. Impossible. Ok, Ou sur d'accord. d'autres planètes, on sait pas vraiment, mais. Et du coup, qu'est-ce qui est nocif du côté du nucléaire? Parce que là, ça paraît paradisiaque. On se dit, Et voilà. franchement, si on n'épuise pas nos stocks, qu'est-ce qui nous Voilà. empêche de produire En fait, le gros problème avec le nucléaire, c'est que ça émet pas de gaz à effet de serre ni rien. Enfin, ça émet de l'eau. Faut savoir que l'eau est comme un peu. Enfin, c'est comme un gaz à effet de serre, la vapeur d'eau. Ah oui, C'est oui. pas Il y a- autant que le il y a CO2. le mais- méthane, le méthane, le CO2 et l'eau, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Même Dans les si c'est principes. moins dangereux, enfin, ça pollue moins, mais il y a quand même un peu d'effet de serre. Ok. Mais c'est en fait le plus dangereux, c'est que ça émet des déchets. Parce qu'en fait, une fois qu'on utilise cet uranium, en fait, il disparaît pas. Il se décompose, en fait. Enfin, il reste les deux parties qui sont cassées, que je t'ai expliqué. Et ça crée du plutonium. Ok, et le plutonium, c'est... Et le plutonium, c'est quelque chose, c'est un déchet radioactif qu'on appelle ça. D'accord. C'est comme on voit dans les films, les gros tonneaux verts luisants. Ah oui, ok. Et donc un élément radioactif, ça c'est assez dangereux, ça émet des radiations. Donc c'est ça en fait qu'il faut stocker quelque part. Ok. Et en fait avant c'était beaucoup utilisé, donc le nucléaire quand c'était créé pendant la guerre froide, parce que le plutonium c'était utilisé pour faire des missiles, donc des bombes atomiques, tout ça, mais c'est aujourd'hui le on recyclage. l'utilise plus, donc on a des stocks en trop qui s'accumulent, et il faut les stocker, donc soit on les met dans des endroits donc très profondément sous terre, en fait il y a des puits où on enfuit les déchets, enfin à des kilomètres sous terre. Et ça, pour, ça pour risque qu'ils pas de gêner peut-être le noyau de la Terre, enfin tout ce qui est... C'est pas aussi profond. Non. C'est pas aussi profond. Oui, Ah c'est d'accord, pas- ok. C'est quelques kilomètres, le noyau de la Terre il est à des centaines de... Ok. Et une fois qu'il est stocké, il reste là, personne n'y touche. Voilà, et- parce qu'en fait la radioactivité, enfin il y a une durée, mais en fait c'est donc par exemple un déchet là il va être émis et il va être radioactif pendant peut-être 2000 ans. Donc 2000 Ah, ans ça. plus tard, on pourra potentiellement ressortir ce déchet. Et Voilà, il sera plus inoffensif. nocif, Ok. il aura plus d'effet, mais il faut les stocker quelque part. Mais le problème c'est que il y en a de plus en plus et on les utilise pas, Et du coup, ouais, comment ça, qu'est-ce qu'on n'utilise pas? les déchets. On est Ok, obligé ah de les oui, stocker, mais on peut pas les si on les stocke réutiliser. en soi, qu'est-ce qu'il y a de mal à les stocker du coup? Enfin, ils seront sous terre, ok. Voilà. Et une fois qu'ils sont sous terre, ils sont inoffensifs, donc en soi. Ils sont isolés, il n'y a pas de risque, mais après toute la polémique c'est qu'il y a des déchets et qu'au bout d'un moment peut-être qu'il n'y aura plus de place. Enfin, si on continue comme ça, il y aura. Après, on faut peut trouver la toujours place. creuser sous terre, il y a toujours de la place sous terre. Donc voilà. Après, le souci, c'est pas essentiellement
le stockage des déchets, c'est les problèmes qui sont liés après. C'est-à-dire qu'on peut les mettre en sûreté, et il peut y avoir des problèmes, par exemple des catastrophes naturelles, comme tu le disais, un séisme, et paf, tout ce qui était étanche, ben ça va casser, et ça va, par exemple, ça peut polluer des nappes d'eau souterraines, et donc du coup, il y a eu des cas, par exemple en Afrique, avec des sources qui étaient polluées justement avec des déchets nucléaires, et ça pose des problèmes parce que tout ce qui est rayonnement nucléaire, rayonnement radioactif, tout ce qui est radioactivité, ça favorise les cancers et ce genre de choses. Ok, donc en fait il faut les mettre sous la terre, mais il faut savoir où les mettre en fait. Il faut savoir où les mettre et comment les garder fermés. Genre les scientifiques, ils trouvent des zones où il y a peu de chances qu'il y ait de problèmes climatiques, enfin de catastrophes, pardon. Bah au milieu des plaques par exemple, parce que c'est au bord des plaques qu'il y a les catastrophes naturelles. Enfin. Ah oui, en gros. Oui, en gros, oui. Mais en gros, après, oui, le risque zéro n'existe pas. Après, même en soi-même, la centrale, on a vu avec Fukushima, c'est une centrale qui marchait très bien, tout ça, il n'y a aucun problème, mais il suffit d'une catastrophe et tout a été rompu, et du coup, ça a libéré tous les produits. Mais alors, la catastrophe d'Hiroshima, qu'est-ce qu'elle a fait? La catastrophe, là, ça a abîmé une centrale elle-même, qui était en fonctionnement. Donc, du coup, il y a tout qui. Enfin, que ce soit plutonium, uranium, qui s'est évaporé et qui a. D'accord. Et donc, pour conclure, le nucléaire, c'est bien, c'est pratique, mais il faut savoir quoi faire des déchets. Voilà. Et il faut savoir comment les réutiliser pour trouver peut-être autre que les armes, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions que les armes pour. Oui, après, il faut trouver, c'est pour ça qu'il y a encore plein de recherches, même pour des recherches nucléaires. Parce que nous, on utilise la fission. Il y a quelque chose qui s'appelle la fusion. Je sais pas si tu as déjà entendu la fusion nucléaire, qui serait propre et qui émettrait pas de déchets, mais ça n'existe pas encore, il faut faire des recherches. D'accord, ok. Ça permettrait de faire une énergie propre. Dans un futur, peut-être que. Voilà. Wow, ok. Parce qu'après, le problème, c'est que tu as parlé des éoliennes, de tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de rendement en fait. Ça ne fournirait pas assez d'électricité. Ok, et bah merci beaucoup. Et du coup, donc, pour conclure la fin de cette émission, moi j'avais une question sur les fake news. Tout ce qui est faux, tout ce qui est fausses rumeurs, ce qu'on voit dans les journaux, etc. À quoi on peut se fier, comment on peut vérifier, comment on peut savoir si c'est vrai, à partir de où on peut faire nos recherches, comment, etc. Alors par exemple, quand tu vas lire moi je prends l'exemple là des magazines de vulgarisation scientifique, t'as toujours un encart en fait, en début du magazine ou à la fin, ou alors c'est possible de se renseigner sur le site internet de ce magazine, où en fait tu vois si les informations qui sont données sont vérifiées par des scientifiques ou non. Ou alors si c'est juste des rédacteurs qui vont chercher des sources et qui vont faire leurs choses. Donc en fait, certains magazines ont des relecteurs entre guillemets scientifiques qui vérifient la véracité des propos qui sont donnés dans le magazine, mais certains n'ont aucune vérification en fait. Ok, donc ce qui veut dire que plus l'info est relayée, plus elle a de chances d'être fausse. C'est exactement le problème. C'est pour ça que quand tu vois par exemple, quand tu vois des articles où ça commence par, c'est écrit une étude se base, enfin une étude dit. Déjà, tu peux tout de suite te dire que tu fais pas confiance à l'article. Parce que ça veut dire que l'article rapporte ce que dit l'étude en fait. Non, c'est pas ça. C'est juste que toute l'argumentation après se base juste sur c'est une étude, pas sur l'étude concrètement. Donc pour toi, si tu veux vraiment être informé, il faut que tu ailles voir l'étude par toi-même et que tu t'en tires tes propres conclusions par rapport aux celles des scientifiques. D'accord. Et pas que tu... En fait, c'est que limite le meilleur moyen de lutter contre les fake news, c'est d'être curieux et de s'informer par soi-même, ce qui est difficile. Mais c'est la meilleure solution. L'étude, elle dit... Attends, je finis juste là-dessus parce que ça peut être... Faut juste, quand je dis s'informer par soi-même, faut quand même avoir de bonnes sources, savoir chercher et pas écouter toutes les premières choses qui nous viennent, ce qu'on entend, quoi. Ok. Et surtout, c'est pour rebondir sur l'étude, l'idéal c'est aussi de regarder plusieurs études. Parce qu'une étude peut dire quelque chose, mais après ça dépend qui a fait l'étude, à qui ils sont affiliés, parce que imaginons ils disent alors tel produit il est très bien, on n'a rien vu, mais en fait l'étude elle a été demandée par les producteurs du produit, donc c'est peut-être pas très objectif au final. Et du coup faut faire attention à qui fait l'étude, à si possible regarder plusieurs études sur un même sujet et plusieurs avis. Il faut pas hésiter à regarder l'avis contraire. Parce que c'est là que, personnellement, que t'apprends le plus de choses, que tu te fais plus ton avis en voyant deux idées opposées que en voyant qu'un point de vue, quoi, au final. Voilà. Et puis, il faut, aussi souvent, normalement, t'as les sources qui sont citées dans les articles.
Et donc faut pas hésiter à les vérifier. Et si tu vois pas de source, c'est que c'est certainement pas très fiable. Ouais, un article sans source qui dit juste d'après une étude américaine machin, c'est si t'as pas les liens, si t'as pas l'article, le créateur, c'est que souvent c'est douteux. Parce qu'une étude, c'est quoi? Concrètement, c'est ce qui a fait, ce qui a donné la recherche, qui a été rapporté par un scientifique, c'est ça? En fait, quand un scientifique fait une recherche, à la fin, il va écrire un article où il va tout détailler. Eh bien, on va déjà s'arrêter sur cette partie. Merci à tous. Est-ce que ça va, Julien? Ah bah oui, depuis ma vie va franchement, j'ai pas mal appris. C'était franchement cool. C'est à refaire. Ah bah super. Bah j'espère l'année Saison prochaine. 2, ouais. Et c'est juste pour vous dire merci à tous. Ça fait 1 an. On a fait combien? 14 émissions cette année. C'est pas mal. Oui, environ. Donc voilà, merci à toute l'équipe, merci à tous nos auditeurs. Puis on espère vous retrouver l'année prochaine. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Take mine, I'ma have yours. Woo, woo, woo. You continue riding. Now is the time if you wanna let it show. So just let it show. Oh, yeah. Oh, yeah. Let yourself go. It's the right